Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Chemin des Passions. Je reçois aujourd'hui Fanny Delbrel, connue aussi sous le nom de The Full Bloom. Lorsque j'ai invité Fanny, je souhaitais aborder avec elle son rapport au corps, la manière dont il avait évolué entre son parcours de danseuse et d'enseignante de yoga, et aussi la naissance de la Cosmos Family et la méthode Jivamukti. J'ai redécouvert Fanny à plusieurs reprises, que ce soit pendant l'enregistrement ou les heures de montage. Elle est d'une authenticité, d'une sensibilité et parfois d'une vulnérabilité qui, je l'espère, vous donneront le courage d'accepter les vôtres. Je vous laisse à présent avec notre échange. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Fanny, Bonjour Rim. bienvenue dans le chemin des passions. Je suis ravie de te recevoir. Merci infiniment de m'avoir conviée dans ce très beau podcast. Je suis ravie d'être là. En règle générale, je commence toujours le podcast par une présentation des invités. Je peux la faire, mais je préfère quand c'est l'invité qui parle de lui, avec ses propres mots. Donc, Ok. j'ai envie de te demander de nous parler un petit peu de ton parcours. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Fanny. Je suis un être humain de 32 ans bientôt et je me développe sur mon chemin spirituel. Enfin, j'avance en ce moment beaucoup sur mon chemin spirituel. Comment je suis arrivée là aujourd'hui? Une petite fille passionnée par la danse depuis toujours. Je pense que juste après avoir commencé à marcher, j'ai commencé à danser. J'ai dansé toute ma vie jusqu'à mes 25-26 ans où je me suis confrontée au monde du travail dans la danse, donc les castings, la compétition. J'avais pas le requin en moi pour me battre et être dans la compétition. Je la fais courte, mais j'ai mis plusieurs années à faire le deuil de la danse en professionnel et c'est là que le yoga est arrivé sur mon chemin. D'abord en pratique personnelle et puis un jour, je me suis dit qu'il était temps peut-être de trouver un métier qui me passionnait autant que la danse. Parce qu'à ce moment-là, je travaillais dans des restaurants, dans des boutiques, je faisais plein de petits jobs. Et il y a un matin, je me suis réveillée en me disant, bah, on va arrêter parce que la vie, il faut qu'elle soit la plus douce possible, la plus agréable possible. Enfin, c'est comme ça que j'ai envie de vivre la mienne, en tout cas. Du coup, je me suis formée d'abord avec Arya Crescendo en Warrior Yoga. C'est comme ça que je me suis lancée dans les studios à Paris. Et ensuite, bah, j'ai continué des formations, j'en ai fait en Inde. Ensuite, il y a le confinement qui est arrivé, et cetera. J'ai donné des cours en ligne gratuitement sur Instagram. Et à la sortie du confinement, j'ai découvert Jivamukti. Jivamukti a changé toute ma vie, m'a ouvert au monde de la spiritualité. J'y pensé il y a quelques jours depuis que j'ai pris un cours là-bas. Tout ce qui a changé dans ma vie, tous les gens que j'ai rencontrés, toute ma vision du monde. Ça a vraiment été un tremplin. Donc, je me suis formée avec eux. J'ai fait les 75 heures. Après, j'ai fait les 300 heures. Là, je suis en train de finaliser mon mentorat qui a duré 1 an avec Yann, qui est mon mentor et que j'adore. Et là, pour juste le bonheur, je retourne faire les 300 heures avec eux en Inde parce que la fille, elle est complètement piquée et que, Et tu te dis et pourquoi que pas. voilà, j'ai envie d'y retourner parce que je me suis dit, Jivamukti plus la magie indienne qui va nous relier complètement aux racines du yoga. Je pouvais pas rater ça. Donc du coup, je retourne là-bas pour, en tant qu'ancienne élève, donc je vais réécouter les enseignements parce qu'on travaille beaucoup sur les anciens textes, les textes sacrés. Donc de les réécouter encore une fois avec différents professeurs, je pense que ça va me juste encore approfondir mon apprentissage. Et voilà, j'en suis là, aujourd'hui. Je vais te demander de contextualiser un peu. On va revenir justement sur chacun de ces chapitres, on va dire. Ouais, des chapitres. J'aimerais bien commencer par celui de la danse, parce qu'il y a quand Oui, même un grand tournant, c'est quand tu pars à New York. exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moment-là? Très bien, oui, carrément. New York, ça s'est dessiné comment? Ça faisait 3 ans que j'étais en école professionnelle à Paris. Là où j'ai rencontré, mes meilleures amies, avec qui je partage ma vie aujourd'hui depuis 12 ans. On s'est toutes rencontrées, un groupe de 5 filles et sur les 3 années, en fait, on s'est rencontrées et on avait toutes en rêve, une école à New York. On avait différentes écoles chacune, mais on s'est tout était à New York et la 3e année, donc notre école allait bientôt se terminer, on allait avoir nos diplômes et cetera. On s'est dit, on regarde un peu les écoles à New York et en fait, il nous restait plus qu'1 an pour pouvoir, y rentrer, sinon après on était trop vieilles.
Donc on s'est dit, ouais, bah ouais, pour les écoles de formation, ouais, t'as 20 ans, t'es trop vieille. Et du coup, je m'en rappelle, on était en train de manger entre nos cours, c'était un midi avec nos vieux Tupperware là. On était je sais pas, au mois de novembre et on se dit: «Mais venez, on part tous à New York». Alors il y avait mon groupe de copines plus des copains aussi qui voulaient venir avec nous. Nous voilà partis dans un délire qu'au mois de février, on part tous à New York une semaine, comme ça on va voir ce qui se passe, on va découvrir chacun de nos écoles de rêve et on y va. Sauf que notre directeur d'école ne nous autorisait pas à quitter l'école en plein cursus scolaire, alors qu'on allait bientôt être lancé dans le monde du travail, mais on n'avait pas le droit de partir pour faire des castings, etc. Bon, logique, voilà. On décide tous de faire les rebelles et on s'est dit, bah tant pis, bisous, on s'en va. Nous, on s'en va 10 jours. Donc on est parti à 6 ou 7, je crois. On a pris un appart, on a tous dormi les uns sur les autres, mais on s'en foutait. Et nous voilà partis pour New York City. Donc ça, c'était fin février. Ouais, mais attends, il y a des parents aussi dans tout ça, il y a pas que l'école. Ça se passe Bah comment? ouais, mais nos parents, on a tous eu des parents, j'avoue, qui nous ont dit feu, qui nous ont aidés à financer nos voyages, ou sinon, nous, on a travaillé aussi, hein. On travaillait, moi, j'avais pris un job, pour, payer mon avion, pour, payer la location. On travaillait déjà tous, en fait, à côté, donc on avait nos petits sous déjà à Ouais, donc l'époque. c'était bien organisé, quoi. Vous vous êtes dit: «On a un rêve, un objectif, on y va tous On y va. ensemble». Ouais, on y va tous ensemble, exactement. Et donc on ouvre la partie à New York. Bon, bah, la découverte de New York, c'est quand même, rentrer dans un film, c'est impressionnant. Puis tous ensemble, c'était juste incroyable. On passe, donc une semaine ou 10 jours, je crois, je sais plus, une semaine ou 10 jours et on va tous prendre les cours dans nos écoles qu'on adore. Bref, on fait plein de cours de danse, bien sûr, on fait aussi beaucoup de tourisme, comme on était quand même là-bas, on en profite. Et en fait, on rentre chez nous. On avait pris les dossiers pour chaque école et en gros, je te la fais courte, mais pour la rentrée de septembre, donc là, on est en février. Pour la rentrée de septembre, à peu près, on avait tous les mêmes dates de casting. En fait, dans notre groupe, il y avait 2 grosses écoles qui nous intéressaient. Moi, c'était Alvin Ailey School avec certaines copines et il y avait une autre école, c'était la Martha Graham School. Et en gros, nos auditions étaient quasiment ensemble. C'était au mois de juillet ou fin juin, début juillet. Mais les auditions sont à New York City. Donc on rentre chez nous, il faut absolument qu'on y aille. Et donc là, on commence chacun à parler à nos parents, on veut partir à New York, on veut faire casting, mais le casting, c'est un samedi, dimanche, c'est sur un week-end. Moi, je me rappelle à l'époque, je travaillais chez Abercrombie, donc je devais être au travail le lundi matin, aller en cours toute la journée, je travaillais le soir chez Abercrombie toute la semaine. Là, du coup, je vais parler pour moi parce qu'après, je connais pas les histoires avec les parents de chacun, mais on a tous réussi à partir pour nos castings. Moi, je pars avec 3 copines pour le casting Alvin Ailey School. On part un vendredi soir, on prend l'avion pour New York. Samedi matin, on était en collants, chaussons, chignons, juste corps, à passer le casting tout le samedi et tout le dimanche. Et dimanche soir, avion pour rentrer à Paris, quoi. Et j'avoue que mes parents, là, ils m'ont dit: «T'as intérêt à voir ton casting, ma fille, parce que ton casting, il coûte très cher». Parce qu'un aller-retour New York en 48 heures, c'est pas donné. Et mes parents m'ont dit: «Tu t'accroches, ce qu'on fait, on peut pas le faire tout le temps, donc». Et le casting, quoi. C'est beau, hein, d'être soutenu comme ça par ses Ah oui, parents. oui, bah, Franchement, c'est très mes beau. parents étaient formidables, ils m'accompagnent toujours, dans mes décisions. Aujourd'hui, je suis très proche d'eux. Mais bon, à ce moment-là, il y avait pas que les décisions, il y avait aussi financier, sécurité, enfin, j'étais un petit kikinou. Mes parents nous donnent le feu vert, je pars avec 2 copines, on passe le casting, bref, on rentre à Paris, la vie continue, on est comme des fous, on attend les réponses, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Et je crois que c'est une semaine après, je sors de l'école de danse, je travaillais pas ce soir-là et j'étais en terrasse avec mes copines. Et là, je reçois un mail en anglais de Alvin Ailey School, donc faut savoir que je ne parle pas à ce moment-là un mot d'anglais. Et donc là, je reçois un mail comme quoi je suis prise. Bon, alors là, toutes les larmes de mon corps, je pense que toute la terrasse est au courant. Le mec qui il nous offre le champagne, enfin, c'était la folie. J'appelle mes parents et donc ça doit être début juillet, mi-juillet. Sauf que là, en fait, pour aller aux États-Unis dans une école en tant qu'élève et en tant qu'élève non américaine, il y a un énorme dossier à monter. Il faut avoir 33 000 € sur un compte pour prouver que tu peux vivre 1 an sans avoir besoin de travailler. Il faut avoir des papiers du comptable, d'experts, enfin, là, il y a la face cachée du rêve. Et là, je m'en rappelle, mon père imprime dans son entreprise un espèce de dossier PDF de 200 pages.
Et là, pendant 1 mois et demi, toute la famille Delbrel se met au charbon pour remplir ce dossier, trouver les preuves et tout. Il y en a aucun qui parlait super bien anglais. Donc mon père, il se débrouille un peu, ma mère aussi, mais bon. Et là, Incroyable. j'avais 1 mois pour déposer le dossier pour commencer ma rentrée en septembre. Et donc là, on s'y est tous mis, et les comptables et appelle tes potes, tous les potes qui ont mis des sous sur un compte de mes parents pour qu'il y ait la somme exacte. Ensuite, qu'il y ait un notaire qui dise que sur la somme, c'est bon, il y a bien les sous. Après, on a renvoyé les sous à tous les potes. Enfin bref, ça a été, complètement fou cette histoire. Et après fallait que j'aille à l'ambassade faire une demande de visa. Après, tu attends que ton visa soit accepté et le 23 août, je décollais pour déménager à New York. Ok, donc là, Truc de concrètement, fou. Mmh. l'aventure commence. L'aventure commence et je pars vivre avec, mes 5 meilleurs amis. On part à 6 et on faisait 2 colocs de 3 en fait. Donc, en gros, les colocs, c'était Friends, hein, clairement. Mais bon, il nous arrivait plein d'histoires de fou, tu te doutes bien. Et donc me voilà arrivée dans Alvin Alley School, qui était l'école de mes rêves, qui est une très grande école américaine. Et c'était dingue. C'était dingue. Je crois que j'ai jamais autant appris en 1 an. Mais Par justement, contre, c'était comment voilà. l'enseignant? J'imagine en plus que quand on a un rêve qui est animé par une passion, on a peut-être des attentes ou on imagine les choses d'une certaine façon. J'étais hyper impressionnée parce que là, c'est à l'américaine, donc c'est un énorme building sur la 9e avenue, un building tout en verre. Donc tous les matins, quand tu as la barre en classique, tu as la vue sur tout Manhattan, enfin le bas de Manhattan. Tout est immense, tout est grand, il y a pas de sono dans les studios, c'est que des musiciens. Il y a pas un CD, il y a pas une prise USB, il y avait des musiciens dans tous mes cours. Je me rappellerai toute ma vie mon premier cours de classique, je pense, de mon année. On est à la barre, il est 8h32, on commence à faire des battements, donc on envoie la jambe très très haut derrière l'oreille. Et j'allais pas assez vite par rapport au rythme du pianiste. Alors pour vraiment le cliché, le pianiste était en train de jouer West Side Story au piano. C'est n'importe quoi ce Non, c'est un premier jour. épisode de Fame, ce Ah truc, non, quoi. mais c'est un délire. Et là, j'ai la prof qui passe, qui marque les épaules, elle fait Come on, Fanny, this is New York City now. J'ai fait OK. OK, bon, là, on rigole plus là. Je me C'est rappellerai toute énorme. ma vie de cette scène. J'avais un pianiste qui jouait West Side Story, j'étais à New York, j'étais à la barre et ma prof qui me dit C'est New York City, si on reste dans le rythme. OK, voilà. Donc en fait, ils te mettent directement il y a une vibes américaine qui est totalement opposée à la vibes française européenne. C'est-à-dire que nous, pendant 3 ans à Paris, on nous a jamais dit quand c'était bien, on nous a jamais motivés, et c'était toujours ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Faut que tu travailles ça, ça, ça. Mentalité française. Et là-bas, c'est tous les jours, tu sors du studio, hop, une main sur l'épaule, good job Fanny, tu continues demain, on recommence. Là, faut que tu avances ça, là, faut que tu travailles ça. Mais c'est bien, continue. C'est Ah oui, donc c'est, mmh, plutôt rien à voir. encourageant. C'est très encourageant. Par contre, il y a un niveau très, très haut. Déjà, de base, dès l'entrée, j'étais là: «OK, bon là, il va falloir travailler». Ils sont pluridisciplinaires là-bas. Ils sont pluridisciplinaires, ils bossent depuis qu'ils sont petits, puis un truc sans limite. Alors, par exemple, j'ai adoré mon école à Paris, hein, mais nous, par exemple, la première année, il fallait pas qu'on lève la jambe trop haut dans nos battements parce que pour eux, c'était plus important que qu'il y ait le placement plutôt que la jambe soit haute. Tu arrives à New York, ils te disent: «Balance-moi cette jambe le plus haut possible et on verra après pour l'alignement», tu vois? Tu fais: «Ah OK, bon, très bien, ça marche». Je crois qu'en 1 an, j'ai appris des trucs, j'ai même vu mon corps changer en quelques mois, c'était impressionnant. Surtout moi, c'était le classique parce que moi, le classique, je voulais vraiment pas en faire. J'en ai fait depuis que j'étais rentrée en école pro et là, le niveau classique, était très haut, donc j'ai dû, vite me modeler et me mettre à niveau. Et après, au fur et à mesure, par contre, voilà, ce qui a commencé à venir un peu me travailler, c'est que, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme compétition, que les Américains, c'est OK, salut, ça va, let's go et tout. Mais dans des écoles comme ça, en fait, aussi, ça crache beaucoup dans le dos, ça se tire dans les pattes énormément. Alors là, moi, j'ai découvert un monde je connaissais pas du tout et qui ne me va pas du tout. Mais bon, je me suis dit: «Vas-y, on s'accroche». Par exemple, il y avait des castings dans l'école, mais si tu avais pas le niveau 1 ou 2, c'était que réservé au niveau 3, tu avais pas le droit d'y accéder, Tu apprends plein de choses. Tu justement confrontes deux enseignements totalement différents. Toi, totalement. la voie du milieu, elle est Ouais, où dans cette bah, confrontation? je commençais à manquer un peu ce côté,
un peu plus rond, un peu plus imparfait qu'on avait en France dans le contemporain, par exemple, parce qu'on n'avait pas de contemporain dans cette école. Et moi, c'est ce que j'aimais beaucoup aussi. J'étais là, bon, mon année, je vais la faire jusqu'au bout parce que, enfin, j'apprends. Et je commençais à me dire, bon, c'est pas là que j'ai envie de me diriger en tant que danseuse professionnelle pour la suite, etc. Donc j'étais un peu au milieu. Il y avait un niveau vraiment mondialement très haut, parce qu'il y a tout le monde entier qui est dans cette école. J'étais plus dans les meilleurs, donc forcément, bah, quand t'es pas dans les meilleurs, bah, il y a des gens qui te parlent moins. Il y avait des gens qui parlaient que aux meilleurs, en fait. Si t'étais pas C'est au top violent. du top dans le cours, mais c'est hyper violent. C'est hyper violent. L'année se termine. J'ai des copines, moi, qui décident de faire une année en plus. Quand tu fais une école aux États-Unis, tu peux ensuite faire un visa de travail donné par l'école pour que tu puisses te lancer dans le monde du travail la deuxième année. Donc là, on décide tous de rester une année en plus. C'est la folie, youpi, yara, parce que on avait passé une année de dingue. Et là, donc, nous voilà, nous lancer dans le monde du travail, casting à la new-yorkaise. Et là, tout Alors, bascule. alors, comment te dire? Nous, on nous a élevés quand tu es en casting, tu t'habilles en noir, juste corps noir, collant noir, tu mets un chignon, pas trop de maquillage, et tu fais le travail. Et casting à l'américaine, c'est les cheveux déployés, les bouclettes, le make-up, les paillettes. Alors le juste corps noir certes, mais à paillettes, les collants qu'il faut, les chaussures à talons, pif paf paf. Je crois que le premier casting que j'ai fait, c'était pour un Broadway, c'était pour Kinky Boots. Je sais pas si tu connais ce Broadway, c'est les boots enchantés rouges qui ont des pouvoirs magiques. Et là, j'arrive, donc j'ai 22, je suis sur ma 23e année. Et il y a que des kikinous de 16 ans. Tu te dis, OK. Et là, je me rappellerai toute ma vie, j'étais avec ma meilleure pote. Et là, ils nous disent, présentez-vous. Mais présentez-vous à la Broadway, quoi. Donc pas, bonjour, je m'appelle Fanny, c'est, hey guys, my name is Fanny, I come from Paris, and I'm gonna, tu vois, c'est, sauf que nous, on n'avait jamais fait ça de notre vie. Et là, je me rappelle une petite jeune qui devait avoir 17 ans, elle avait les bouclettes tout parfait, elle commence de dos, et d'un coup, elle se retourne et me fait, hi, my name is Barbara, I come from New Jersey. Et là, j'ai fait, ah ouais, qu'on a du travail. Donc rien que les présentations et puis les listes de ce qu'on devait savoir faire pour les castings, c'était cherchons danseurs, claquettistes, acrobates, chanteurs. Cherchons danseurs classiques, contemporains, haut niveau de jazz, chanteurs-danseurs. Et là, tu dis, y a-t-il quelqu'un qui cherche un être humain qui danse? Voilà. Est-ce que juste danseuse jazz contemporain, c'est suffisant pour vous ou non? Donc déjà, ça épure énormément les castings. Donc là, tu te manges des non, tu te manges des non, tu te manges des non, tu te manges des non. Et en fait, ta passion, c'est ton corps, c'est toi. Donc en fait, le non, c'est toi qui te le manges. C'est Fanny Delbrel qui se le mangeait. Genre, tu n'es pas assez bien, rentre chez toi. Tu n'es pas assez bien, rentre chez toi. 1, 2, 3, 4, 5 castings. En plus, moi, les castings, je détestais ça parce que j'étais extrêmement stressée. Donc, tu dois apprendre des chorés. On est 170 dans un studio. Tu dois apprendre des chorés, mais tu peux pas allonger vraiment les bras parce que tu cognes tout le monde. Donc, tu fais que des petits mouvements. Et après 1 heure et demie, on te dit, allez, let's go, on passe, on y va. Et là, on passe 4 par 4. Tu fais la queue pendant 3 heures dehors avec ton numéro sur le ventre pour ensuite passer. Et puis quand tu attends 3 heures, il faut que tu restes chaud, il faut que tu restes concentré. Et quand on te dit de passer, c'est go, quoi. Tu as 1 minute pour montrer qui tu es. Et alors ça, moi, ça a pas du tout fonctionné parce que il y a des castings où même j'oubliais tout. Donc tout ce que j'avais appris pendant 1 heure et demie, j'arrivais devant les jurys. Ils me disaient 5, 6, 7, 8. Et C'est beaucoup de pression, hein, en même temps. c'était beaucoup de pression. Bah, pour moi, en tout cas. Justement, cet équilibre entre ténacité, peur, envie d'arrêter, être perdu, abandonner, continuer. Comment tu navigues dans tes émotions et puis tes envies, quoi, et ce moteur, cette passion de la danse? Au début, j'y arrivais pas, mais je voyais mes copines qui lâchaient rien. Mais moi, je sentais, pardon, que ça commençait à aller chercher profond dans les tripes. Mais mes copines, elles étaient, OK, c'est des castings, vas-y, on y va. Donc moi, j'y allais avec elles, j'y allais, j'y allais, j'y allais. Et puis, il y a un moment où ça n'allait plus du tout. J'avais commencé déjà le yoga, je pratiquais le yoga, mais juste comme ça. Tu as commencé à New York, le yoga. Ouais, j'ai commencé le yoga à New York. Et puis, entre les castings, j'étais aussi serveuse, j'étais aussi hôtesse, chef hôtesse dans les restaurants, parce qu'il fallait travailler et manger, du coup, vu que les castings ne marchaient pas. Donc, je travaillais 7 jours sur 7 et je passais des castings quand je pouvais pour essayer de trouver le contrat. Tu as aussi bêtement la petite pression de mon petit ego qui t'as toujours été Fanny la danseuse.
tu as envoyé du rêve à tout le monde. Fanny, elle est partie à New York, tu te rends compte, la petite Fanny du 94 qui est partie réaliser son rêve à New York. Tu as aussi tout le monde un peu qui t'attend. Enfin, tu as l'impression, pardon, que tout le monde t'attend derrière. Alors, ma chérie, t'en es où? Ça y est, le casting, ça a marché? Non, maman, ça n'a pas marché, mais demain. Et à chaque fois, mon père, lui, il était là. Il m'a toujours supporté, mais lui, c'est Fanny, c'est trop dur. Tu vas t'esquinter. Il sentait déjà que moi, j'allais partir en sucette. Bref, je suis restée cette première année à New York. Bon, après, j'ai un peu arrêté les castings. J'étais dans des compagnies, une petite compagnie de jazz d'un de mes professeurs que j'aimais beaucoup. Je travaillais aussi dans un cabaret à New York, un cabaret rocambolesque et complètement fou. Donc, je travaillais de nuit, comme c'est un peu une boîte de nuit cabaret. Donc, je travaillais de nuit, je travaillais un peu de jour. Enfin, tu brodes hein, à la new-yorkaise. Est-ce qu'il y a un déclic du coup? Parce que là, tu es quand même dans un rythme assez effréné. Donc, est-ce qu'il y a un moment où tu te poses? Bah, le déclic, déjà, ça n'allait pas bien. Et quand je rentrais en France, j'allais voir ma tante qui est psycho-énergéticienne pour qu'elle m'aide. Donc, on a commencé déjà à travailler pas mal là-dessus. Le gros déclic, c'est que la troisième année, tous mes potes sont rentrés et que moi, j'étais accrochée à New York et que je voulais pas partir. J'aime pas les fins, donc je voulais pas que ça s'arrête. Et là, j'ai passé une année à faire 12 millions de jobs, à faire que des allers-retours entre la France et Paris parce que j'avais plus de visa. Mais là, ça commençait à plus ressembler à rien. Et en fait, j'ai gagné la Green Card Lottery. Donc après, tu dois attendre 1 an pour avoir les réponses, mais j'avais pas eu ma Green Card. Et en fait, j'étais aux États-Unis, je leur ai dit, je dis à tout le monde, je suis partie, j'ai laissé mon appart à une pote qui vivait dans mon appart aussi. J'ai laissé ma chambre comme ça. Je dis bon, je rentre, je vais récupérer ma Green Card et en France et je reviens quoi. Bah, ça fait 10 ans et je suis jamais revenue. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je l'ai pas eu. Du coup, je me suis dit, là, c'est ça le déclic est là. C'est je me suis dit, ok, Fanny, il faut que tu lâches New York. En fait, il faut que tu arrêtes. Ça s'est arrêté tout seul. Et pour toute ma famille, ça a été hyper dur quand j'ai pas eu ma green card, parce que je pense qu'ils savaient que pour moi, c'était mon Graal. Quand ils m'ont dit non à l'ambassade, bon, je suis sortie, j'ai pleuré un bon coup. Et après, je me suis dit, ah, ça y est, c'est vraiment fini. Ça y est. Genre, le point final, il s'est mis tout seul et il fallait que ça s'arrête, en fait. Justement, c'est intéressant parce que quand tu étais là-bas, du coup, tu disais ouais, je voulais rester, je voulais rester, je voulais rester. Pourquoi tu voulais rester à tout prix? Je sais pas. Franchement, avec du recul aujourd'hui, tous mes potes étaient rentrés. Eux, c'est parce qu'ils avaient terminé? Ouais, ils avaient terminé. Il y en a qui sont rentrés pour leur mec, d'autres des questions financières. Il y en a une qui est restée, qui vit toujours là-bas. D'ailleurs, ça fait maintenant 10 ans qu'elle est new-yorkaise. Elle a la green card, mais elle pour de vrai. Moi, je sais pas, je voulais pas que ça s'arrête. En fait, j'avais plus de maison. J'avais plus de maison à Paris, j'avais plus mes repères. À New York, je restais 90 jours, je rentrais 90 jours à Paris, je faisais 90 jours, c'est pour les stars. En fait, je faisais que des allers-retours. Enfin, ça ressemblait plus à rien. J'avais un mec là-bas, ça a été une catastrophe aussi. Enfin, bref, j'ai vécu cette dernière année, ça a été un espèce de gros chaos. Je savais plus où je voulais aller, je savais plus qui j'étais et je savais plus où je voulais poser mes valises, quoi. Que là, c'est le chaos, comme tu dis. Donc, ta boussole intérieure, comment tu te retrouves et tu arrives à Paris, tu fais quoi? Là, j'arrive à Paris. Mes parents avaient vendu notre maison de famille, donc je me retrouve dans un petit appart que mes parents avaient pris en transition, parce qu'ils étaient en travaux. Donc, je me passe de 3 ans new-yorkais à vivre avec mes meilleurs amis, à vivre dans le salon de mes parents. Ma mère m'avait fait de la place entre les assiettes pour mettre mes vêtements. Je pétais des câbles. Des fois, je reprenais des avions, je repartais à New York et je revenais. Enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, bah, je pense que là, quand tu es au fond du fond, faut attendre de toucher le fond pour repartir. Je suis partie dans le fond du fond. Je faisais des petits jobs à Paris comme ça de serveuse des fois. Parce que je voulais pas non plus faire que ça. J'ai passé beaucoup de temps devant la télé. Je me rappelle, j'appuyais juste sur le bouton de C+ pour changer les chaînes et je faisais de 1 à 320, je sais pas combien, et hop, je recommençais. Et je faisais que ça. Après, je pouvais plus voir la télé en peinture. Je faisais croire à tout le monde que j'avais des journées à peu près remplies, mais en fait, ma seule activité, c'était d'aller à la poste des fois, juste pour poster mes papiers du Ouais, RSA. donc là, tu avais vraiment besoin de retrouver une vocation, de retrouver quelque chose qui Ouais. t'anime. Et surtout de faire le deuil de New York, même si je l'avais accepté, de retrouver ma vie à Paris. Mes amies, elles avaient déjà passé tout ça. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. Il s'est passé 1 an, je crois. Donc, mes parents m'ont bien sûr, on a vécu tous ensemble encore une fois. On s'est bien marrés. À chaque fois, moi, c'est des déclics. Un été, je dis à mon père, bon, j'ai pas de dossier de travail français, mais il me faut un appartement. Il faut qu'en septembre, j'ai un appart et ça y est, il faut que je rebondisse. Et donc, mon papa a fait le dossier, comme ça, j'ai pu avoir l'appartement.
Et me voilà partie, dans cet appart, donc je travaillais chez Hiro, la marque de vêtements, en 35 heures. J'ai très vite suffoqué, donc j'ai redemandé un que le week-end. Je travaille le vendredi, samedi, dimanche. J'ai repris la danse. Je me suis relancée dans les castings pendant 1 an et demi. Enfin, j'avais pas arrêté la danse dans tout ça, pardon, mais je reprends plutôt les castings. Pareil, des non, des non, des non. Je rentrais pas dans les normes. Je sais pas ce que je foutais. Je sais pas ce qui, ça n'allait jamais de toute façon. Qui j'étais, ça n'allait pas. C'est un peu dur de dire ça. Ah, ça me fait remonter les émotions. Et du coup, Finalement, il y a cette volonté, cette envie et cette passion de la danse, mais de dire, finalement, c'est moi qui n'allais pas, non, c'est qu'en fait, il y a aussi, bah, l'environnement parce que je t'écoute depuis tout à l'heure et la manière dont tu parles de l'environnement et finalement, il y a plein de choses qui ne vont pas avec ton état d'esprit, en fait. La oui, compétition, la certainement. Mais ça, je le voyais pas encore. Ça, je le voyais pas. tout à l'heure, hein, j'écoute ce que tu dis et il y a ce côté, il y a un mindset, quoi. Même quand on te Oui, demande un que j'avais casting, pas du tout. est-ce que au-delà d'avoir un mindset, est-ce qu'on a envie de l'avoir? Finalement, quand on te dit: «Ouais, il faut que tu fasses des claquettes, tu sois acrobate, que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu te présentes de telle façon», OK, même si je peux le faire, est-ce que j'ai envie de le faire? Bah, c'est une très bonne question parce qu'à Paris, tous les contrats qui étaient proposés à ce moment-là, c'était, que des choses que j'avais pas envie de faire, mais qu'il fallait que je fasse parce qu'il fallait que je sois une danseuse, je voulais danser, je voulais y arriver, je voulais gagner ma vie. Pendant ces 2 ans, la première année, je me suis formée, avec Aria, qui nous a lancés dans le warrior yoga. Sauf que entre le moment où j'étais diplômée et le moment où je me suis lancée, il s'est passé 1 an parce que je sais pas ce que je faisais. Tu disais tout à l'heure que tu avais commencé un petit peu à pratiquer à New York et en fait, j'ai Ouais. envie de te demander finalement comment le yoga est vraiment entré dans ta vie? Parce qu'au moment où tu essayes à New York et où tu pratiques, ça est-ce que ça prend de la place? Est-ce que tu as déjà un rapport au yoga où tu dis: «Ah, il se passe quelque chose» ou ça arrive plus tard, ce déclic À New yoga? York, j'ai pris, 2-3 cours. J'avais pris une carte de 5 cours, tu sais, de Ouais. découverte et J'adore le l'offre découverte, elle est internationale, on quoi. la connaît quoi, tu vois? Carrément. Là non, c'était le 7 jours open là, tu sais, 7 jours illimités. C'est celle-là. Celle-là, elle est vraiment, internationale. Je vais dans un studio, trop beau. Je me souviens, c'était le premier cours. Je prends mon premier cours, bon, je dansais, donc c'était assez facile de suivre des mouvements. Donc je suis des mouvements, bon, il y a des trucs que je comprends pas, mais je vois, on commence à chanter au début, le mec il parle, il fait un espèce de dharma talk, maintenant je sais ce que c'est, mais à l'époque il parlait, de la méd je sais pas, il parlait de plein de trucs. C'était un ancien danseur, donc je me suis sentie très à l'aise avec lui. Des cours blindés à la new-yorkaise, comme j'adore. J'y retourne une deuxième fois avec une de mes potes qui était ma coloc. On ressort, on a les cheveux en l'air, on est trempés, on se dit: «Mais c'est quoi ce truc?» Et à la fin de ce deuxième cours, je me rappellerai toute ma vie, il nous fait revenir en posture assise et là, je sens un espèce de cet amour universel, genre un espèce de truc immense, genre, je sais pas. Et là, j'ai des larmes qui coulent et je me dis, «Waouh, j'ai été touchée par la grâce». Mais, la grâce du yoga, quoi. Mais sauf qu'à l'époque, j'étais spirituelle, mais, c'était très long. J'étais pas spirituelle, ça m'appelait, mais j'étais pas consciente. J'étais pas réveillée, on va dire. Tout ce qui était un peu divin, grâce et tout, j'étais là: «Oui, bon, c'était assez ouf». Mon corps m'a dit que c'était ouf, mais je sais pas trop ce que c'est. Mais ça m'a marqué quand même. Quand je suis rentrée à Paris, de toute façon, j'avais pas un rond, donc prendre des cours, c'était compliqué. Mais je dis à ma meilleure pote qui était rentrée aussi, je lui dis: «Meuf, faut que tu essayes le yoga, c'est trop bien, c'est trop bien». Donc elle va prendre des cours avec Aria Crescendo et elle me dit: «Viens, c'est la folie le yoga et tout, warrior yoga», donc j'en fais avec elle et j'ai beaucoup aimé. Et comme on était un groupe de danseurs dans son cours, elle nous avait dit: «Mais je vais vous former en fait, parce que vous, tout ce qui est anatomie, mouvement, alignement, c'est bon, c'est plié quoi». Donc en fait, elle nous a formés, Elle vient de la musique, exactement. danseuse, donc elle connaît très bien, elle mixe les Elle 2. connaît très bien. Donc elle nous a formés comme ça en fait, pour nous propulser. Donc en gros, je l'avoue, moi je suis arrivée en studio de yoga. Désolée à Paris, je fais une je suis en train d'avouer mes péchés, mais j'ai commencé avec, juste ma séquence de warrior yoga et c'est tout. Je suis arrivée au culot comme ça, genre: «Coucou, je suis prof» et Qu'est-ce qui fait que tu fais une formation de yoga? Parce que c'est un investissement de temps, d'argent. justement parce que je suffoquais, dans le métier que j'avais et je me suis dit: «Il faut que je retravaille avec mon corps, il faut que je retrouve,
il faut que je retrouve le mouvement, c'est les corps, moi, des gens qui m'intéressent. Ça peut être bizarre ce que je dis, mais c'est les corps en mouvement qui me parlent et j'ai toujours, même si je savais pas ce que c'était, j'ai toujours été attirée par l'énergie des gens. Je comprends les corps très facilement, mais je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais il fallait que je retourne dans cet aspect physique, corps, artistique, spirituel en plus large, mais je savais pas encore où ça allait m'amener, mais Et justement, qu'est-ce que tu as trouvé dans le yoga qui te manquait dans la danse? la bienveillance. On a tous envie de faire, les bonnes postures, on a tous envie d'être, enfin moi j'ai toujours mes trucs où je veux que mon guerrier 2 il soit parfait, je veux que mes postures elles soient parfaites. Mais quand on m'a dit: «Fanny, pointe pas ton pied en fait, Fanny, tu peux ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Chaque corps est différent, c'est pas grave si ton guerrier 2 il est différent que l'autre». J'ai fait: ah bon?» Parce que moi c'est pas comme ça qu'on m'a élevée les amis. Moi, il fallait qu'on soit tous pareils, il fallait que ça soit beau, il fallait que ça soit grand, il fallait que ça se voit. Et puis, même prendre des cours de danse les cours de danse, moi, à la fin, je pouvais même plus, j'y suis pas retournée depuis 6 7 ans, je pense. J'arrive pas à remettre les pieds dans un cours de danse aujourd'hui. Parce que pour moi, je vais me juger, il y a un miroir, je vois mon corps, je vois mon mouvement. Déjà aussi, dans un cours de yoga, il y a pas de miroir. Et ça, c'est génial. Parce que moi, j'ai passé ma vie avec un miroir, en fait, et je voyais les moindres grammes que je prenais. Mais justement, quel est ton rapport au corps par rapport à toi? Comment tu gères ce rapport à toi et ce qu'on veut te renvoyer de toi qui n'est pas forcément en accord, quoi? C'est une très bonne question, ça. J'ai jamais été dure avec mon corps en mode, je vais me faire vomir pour maigrir. Après, peut-être aussi tout simplement parce que j'ai un physique standard. C'est peut-être pour ça aussi. Je parle en réfléchissant et je réfléchis en parlant. Mais j'ai un physique standard. Je suis 1,73 m, j'ai toujours fait du 36. Pour la danse, c'est facile. J'ai des copines qui en ont plus chié parce que soit elles sont grandes, soit elles sont petites et à chaque fois on leur mettait ça dans la gueule. Moi, je pense que la nature a été sympa avec moi et j'ai un physique standard, donc on m'a jamais fait chier sur mon corps. Je pense que c'est plutôt ça, tu vois, la bonne réponse. Les danseurs qui arrivent dans un cours, c'est un peu comme une respiration, genre, OK, donc ici, j'ai le droit de me planter, même si je veux être le meilleur. Oui, c'est ça. Et personne va te noter, on va se regarder, mais franchement, des fois, quand on me dit, ouais, dans les cours, ça juge et tout, je pense qu'avec mon background de danseur, je suis là. Non, les gars, ça juge pas, vous inquiétez pas. Franchement, ça n'a rien à voir. Je peux comprendre leur ressenti, mais déjà, il y a pas une glace, on n'est pas tous debout à se regarder, donc on est occupé la tête en bas, donc déjà, c'est tout à fait différent. Mais je veux juste revenir sur le fait de la partie dure du corps. C'est ça aussi le truc le plus important, c'est que j'ai eu une maman de la danse, en fait. C'est ma prof de danse qui m'a reconnue, qui m'a révélée et c'est avec elle que j'ai grandi je sais pas, de mes 10 ans à mes 21 ans dans la danse. Et en fait, elle avait un énorme respect du corps. Il fallait pas l'abîmer, il fallait pas le frustrer, parce qu'elle, elle venait de la danse classique, elle venait de l'Opéra de Paris, avec un corps défoncé, des pieds complètement arrachés. Et nous, elle nous a toujours interdit de faire ça. Donc en fait, je pense que si on vient vraiment de la racine de mon rapport au corps, c'est avec Aline, qui est ma maman de la danse et que j'aime profondément et qui nous a toujours imposé un respect du corps. C'est beau ça. Pas le choix, ouais. Ah, merci, Ouais, merci là, tu madame. vois, ouais. Merci Aline. Merci Aline. Merci tellement, ouais. Et alors c'est intéressant parce que du coup, toi, tu as déjà eu ce rapport au corps finalement plutôt respectueux dès le départ. Quelle est la différence pour toi entre le rapport au corps dans la danse et dans le yoga? Ça dépend d'où tu viens, parce que tu vois, je suis un bon exemple. J'ai voulu être professionnelle toute ma vie, mais j'ai grandi avec une personne qui m'a appris que mon corps, fallait que je le respecte. Donc je pense que ça dépend d'où tu viens. Parce que dans les 2 on peut trouver, un respect du corps, un respect de la ligne personnelle et dans les 2 on peut trouver, des personnes qui veulent casser leur corps et leur imposer une ligne. Tu peux trouver dans le yoga comme dans la danse. Avec une après le but n'est pas le même, mais le but final n'est pas le même parce que, par exemple, si je prends les Ashtangis, enfin, s'il y a des Ashtangis qui m'écoutent un jour, peut-être vous me direz si je me trompe, mais on va chercher une transcendance physique pour aller dans la transcendance, spirituelle. Donc on va chercher des lignes, le corps est quand même énormément, manipulé et modelé à une image. Tu vois ce que je veux dire? À Ouais, une je vois. forme, en tout cas, qu'on a dans la tête, la forme de asana, la forme de la posture. Dans la danse, ça peut être pareil. En classique, ou dans des écoles très strictes, on va modeler ton corps pour qu'il prenne la forme qu'on veut que ton corps prenne.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et puis dans le yoga, il y a cette, si on résume, hein, vraiment l'essentiel, c'est enfin, d'aller droit au but, il y a cet aspect de dans l'asana de se libérer de la souffrance ou même dans la pratique du yoga de Oui, se voilà. libérer de la Donc souffrance. si on prend juste l'aspect comme ça de face, est-ce qu'on peut modeler son corps, notre rapport au corps? Ça dépend de la pratique que tu as en yoga et ça dépend des styles de danse. Après, par contre, le but est différent parce que pour la danse, ça va être un aspect esthétique pour ce qu'on va. Mais en même temps, c'est le but de la danse, c'est de présenter des choses belles pour présenter aux gens qui vont nous regarder. Comment dire, d'exprimer ce que le chorégraphe nous a amené à travers notre corps. Et dans le yoga, enfin, c'est ma vision, hein, ce n'est que la mienne. Après, dans le yoga, il y a quand même le bout du bout, c'est un appel spirituel et une illumination. Transcender son corps dans la matière pour se libérer, comme tu disais, de toute souffrance humaine. Ça reste des êtres humains en mouvement avec une énergie qui les traverse, donc une émotion qui les traverse. Il y a des parallèles et en même temps, il y a plein de choses différentes. Mais ce sont deux pratiques magnifiques. Deux disciplines, parce que pour le coup, c'est vraiment deux disciplines. Il y en a une qui est artistique et l'autre qui est spirituelle, mais ça reste des disciplines, vraiment, la danse. Enfin, moi, comme ça que je l'ai vécu. Et après, si on part dans d'autres trucs, ça peut être de la transcendance, de l'extatique. Voilà, c'est des mondes extraordinaires. Ce sont deux mondes extraordinaires. De quelle manière tu abordes le mouvement de ton corps aujourd'hui dans ta pratique du yoga par rapport à ton parcours? Ouf, complètement différemment. Quand je suis sur mon tapis aujourd'hui, ça c'est peut-être parce que je suis baignée dedans en ce moment depuis 1 an. Je cherche vraiment à prendre conscience en profondeur de mes bandhas, de mes verrous pour avoir vraiment notion et c'est déguisé au fur et à mesure où j'envoie l'énergie dans le corps, donc d'essayer de la ramener au centre pour l'envoyer, vers le sommet du crâne et vers le ciel. Mon rapport au corps, en général, ma pratique, je sais que je resterai toujours aussi une danseuse dans ma tête. C'est-à-dire que, bah, quand je suis en cours, il y a eu des moments, je me rappelle l'année dernière, où j'avais trop le regard qui partait sur les tapis tout le temps et j'étais là: «Ouais, mais ça, elle fait mieux, ça, lui, il est trop fort. Putain, mais moi, ça, j'y arrive pas. Mais en fait, je suis une mauvaise prof parce que j'arrive pas à faire, moi, ces postures-là. Mais en fait, je suis pas légitime». Donc du coup, j'allais me recomparer aux petits potes qui étaient à côté. Mais ça va mieux. Mais oui, j'ai encore, ça reste j'aurai toujours, enfin, faut j'ai ça resterai toujours dans mon ADN de danseuse. Est-ce que d'une certaine manière, tu cherches à être plus libre dans les mouvements de ton corps, dans ta pratique du yoga par rapport à ton parcours de danseuse? Non, c'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Enfin, j'ai pas du tout le même rapport à la danse qu'au yoga. Ça reste mon corps et mon mouvement. Mais le yoga, c'est des postures précises avec, pour moi, le yoga, c'est pas une liberté de mouvement. Je sais pas si ça te parle? Parce que, liberté de mouvement, c'est je vais bouger, bon là, il y aura pas, la caméra dans le podcast, mais je suis en train de bouger actuellement et une liberté de mouvement, si peut-être quand je vais travailler les free flow, tu vois? Des dans le vinyasa flow, mais on a quand même une base, enfin, si je te dis un guerrier 2, tu vas pas me faire un skandasana, tu vois? Donc je peux comprendre qu'on puisse trouver une liberté de corps à travers les postures parce qu'on vient défroisser notre corps dans les postures. Mais après, je me sens pas bloquée, dans une posture du tout parce que je libère pas mon enfin, je libère pas mon corps physique dans les postures. Je vais libérer mes corps énergétiques, je vais traverser peut-être mes petits traumas, je vais dégager mes viscères dans une posture, enfin OK, super clair. Donc du coup, tu fais ta formation avec Aria, tu commences 1 an après finalement à donner des cours. c'est ça. Je crois qu'il est temps de parler de la Cosmos Family. Ouais. Bah, entre-temps, je me forme encore. De toute façon, soyons clairs, quand on commence le yoga, on découvre le premier 200 heures, c'est la porte ouverte à un puits sans fond d'informations et de C'est tout formation. à fait ça. C'est ça. Exactement. C'est un bonheur d'apprendre auprès de ceux qui ont vraiment envie de transmettre et qui transmettent. Enfin, moi, c'est ça qui m'importe, c'est la racine du yoga, quoi. Du coup, je suis partie une deuxième formation en Inde et en fait, le confinement français arrive quand je suis là-bas. Donc, du coup, j'ai été rapatriée. J'ai été rapatriée, cocorico, merci la France, ils sont venus nous chercher très rapidement. Tu es partie faire un Ouais, 200 heures? non, là, je faisais un 300. J'avais fait un 200, là, je faisais un 300. Il nous a manqué quelques jours parce qu'on a été rapatriés quelques jours avant la fin. Et donc, me voilà rentrée à Paris, confinement, bah là, bon, tout le monde connaît, je vais pas vous faire un topo.
Mais du coup, je commence à donner des lives, si tu veux qu'on parle de la Cosmos Family. Les lives étaient déjà en place, que moi je suis arrivée 3 semaines après, le confinement français. Donc vous étiez déjà, bien dans le bain et mes potes, en fait, je parlais avec eux par message. Elle me dit: «Ouais», Olivia Courbis, qui est ma meilleure amie, qui est coach et prof de yoga, elle me dit: «Ouais meuf, je commence, à donner des lives et tout». Je dis: «Bah OK, trop bien». J'avoue que des élèves à moi m'avaient demandé de donner des lives d'Inde, mais moi j'avais une wifi bisextile et le changement d'heure, etc. J'ai fait bon, laisse tomber. Et en fait, quand je suis rentrée, bah, je m'y suis mise. T'avais beaucoup d'élèves à ce moment-là? Bah, De ça cours? faisait 1 an et demi ou 1 an que j'enseignais. J'enseignais chez Simone, chez Huge, et dans d'autres studios. Donc, bah, je commençais, quelques gens commençaient à connaître ma tête, mais j'étais un petit kikinou. Enfin, je commençais, quoi. Du coup, je commence à faire un live sur Instagram, puis 2, puis 3, et je crois que c'est le troisième ou le quatrième. Je donne ce cours et je sais pas ce qui se passe. À la fin du cours, je suis devant la caméra, je me rapproche, je dis à tout le monde, «Merci, namasté» et tout, et en fait, dans les quelques minutes de silence avant, la fin du cours, je me mets à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps. Je sais pas, il y a un truc, cosmique qui me traverse et je me dis: «Mais c'est quoi ce truc?» Et en fait, donc je coupe le live parce que, bah, je ne vois pas les gens. Bah, je leur dis: «Bisous, à demain». Et là, je reçois une flopée de messages. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est pareil, j'ai ressenti un truc cosmique. Alors, pendant le cours, je parlais de Kamehameha, je parlais d'énergie qui nous, je sais plus ce que je disais, mais il y avait le Kamehameha qui arrêtait pas de revenir. De Dragon Ball Z, on Ah ouais, adore. on Et adore. on adore, c'est la base. Ah ouais, je suis d'accord. Et tout, j'ai plein de gens qui m'écrivent, même des potes qui ont pris mon cours, qui me disent: «Meuf, je suis en pleurs, il s'est passé quoi? J'ai senti ci, j'ai senti ça». J'ai des picotements dans les doigts, j'ai le corps qui est brûlant. J'étais là: «Mais c'est quoi ce délire?» Et en fait, il y a plein de stories, bah, tu sais, à cette époque-là, on partageait tous à fond, les cours, et je vois plein de stories qui sortent, avec des petites Saturnes, des petites lunes, des plein de petites planètes partout. Je me dis: «OK». On n'arrête pas de me dire que c'était cosmique. Je fais: «Moi aussi, c'était cosmique ce cours». Et puis, au fur et à mesure, tu sais, il y avait des gens qui faisaient des plannings avec les cours du jour, là. Il y avait des comptes qui il y avait c'était trop sympa, des comptes qui s'étaient dédiés, à la planification des cours live, de Paris et de France en général. Et du coup, ça commençait à écrire, yoga cosmique avec The Full Bloom, ou yoga du cosmos, et c'est venu comme ça, en fait. Et au fur et à mesure, et j'ai une copine qui était venue après se confiner, avec moi en Normandie. Elle me dit, on était là, c'est marrant, yoga du cosmos, Cosmos Crew, Cosmic Gang, et je sais plus comment est sorti Cosmos Family. Et après, parce qu'assis tous les matins, les gens, je leur demandais tous les matins, parce que je donnais des cours tous les matins à 10 heures. Je leur disais, c'est quoi votre petit mood du jour? Vous m'envoyez un petit smiley. Donc, en fonction des jours, j'avais des cœurs ou des bonhommes qui pleurent ou des bonhommes qui se tuent ou un arbre, une licorne, un ours. J'avais un peu de tout. Et en fait, à chaque fois, je voyais tout le temps les mêmes noms apparaître, et je disais: «Ah, on est un crew, on est une équipe, on est une famille», et après famille du cosmos, et paf, Cosmos Family, quoi. La Cosmos Mafia, elle commence sur Insta, hein. Elle commence à ce Ah mais moment-là avec complètement, ses lives. complètement. Ouais, complètement. Comment la plateforme Cosmos Family, elle est née? Est-ce qu'elle est née rapidement derrière? La plateforme, alors il y a eu les 3 premiers mois de confinement, donc c'était que des cours donation, les gens ont été extrêmement généreux d'ailleurs pendant ces 3 mois. Ensuite, il y a l'été qui est arrivé, si je me trompe pas. Ouais, mais attends, J'ai excuse-moi, tu as fait décidé de faire aucun cours payant pendant ces 3 mois? Non. OK, OK. J'ai fait que des cours sur donation. Je travaillais avec Huge, sur la plateforme en ligne. Je travaillais avec, Humble Warrior à l'époque, de Kixi et Dani. Je faisais des cours aussi en ligne sur leur Zoom, mais tous les cours les matins à 10 heures étaient gratuits. Tu donnais ce que tu voulais et tu donnais rien si tu voulais rien donner, il y a pas de souci. Moi, ça me faisait aussi ma pratique et ça me faisait ma journée, pour tout te dire. Et après il y a eu l'été, donc cet été-là, j'ai lancé, les 2 premières retraites Cosmos Family chez moi, Ah, tu chez as mes commencé parents. par les retraites du coup, toi? Ouais, j'ai commencé par les retraites parce qu'en fait, il y a un soir, bah, j'étais avec, mon père, confiné, et je me rappelle, j'étais dans mon bain. J'ai toujours des idées quand je suis dans l'eau. Là, je me dis: «Mais en fait, vu que les gens, ils me voient en live dans cette grande maison tout le temps, et ben, moi, je veux rencontrer ces gens dans cette maison». Donc je me rappelle, je descends dans le salon avec ma serviette sur la tête et ma serviette autour du corps. Je dis: J'adore. «Papa, tu me prêterais la maison pour faire une retraite de yoga?» «Quoi?» Et donc
C'est littéralement comme ça que ça s'est passé en plus. J'étais en serviette, encore à moitié mouillée parce que ça m'avait encore une fois pris comme ça, Ouais. vu que c'est que comme ça que ça me prend J'appelle ça des flash et infos, moi. ouais, c'est des flash infos, ça me pique d'un coup comme une piqûre de moustique. J'ai appelé une copine, qui ouais, on a fait première retraite. Elle s'est remplie en 24 heures. Du coup, j'en fais une deuxième. Je relance les inscriptions pour une deuxième. Elle se remplit aussi en 24 heures. Et nous voilà lancés pour le mois d'août. Une première retraite la première semaine, une deuxième retraite la deuxième semaine du mois d'août chez mes parents qui m'ont gentiment laissé la maison. Bref, me voilà à me lancer dans des retraites. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je crée un programme. J'invite ma tante qui est psycho-énergéticienne à faire des ateliers. La magie opère, c'était la folie. Anastasia qui s'occupait de nous nourrir avec amour. Enfin, c'est génial. Et du coup, bah, Cosmos Family avance. Tu le fais, tu l'as jamais fait. Donc, tu Ouais. as lancé les inscriptions, c'est plein, et là, tu te dis, bon, bah, ok, il faut que je lance une retraite. À ce moment-là, concrètement, il se passe quoi, Bah, du Fanny, coup, quoi? Je veux qu'est-ce dire, qu'il faut dans une retraite? Il faut de la bouffe, il faut du yoga, il faut des good vibes comme je les aime, et il faut 10 lits pour que tout le monde puisse faire un gros dodo. Et bah voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est parti, on a repeint quelques pièces, on a réhabilité tout là-haut dans la maison parce que c'était un espèce de grenier. On a tout réhabilité, on a acheté des lits, enfin j'ai acheté des lits, j'ai acheté des draps, on a récupéré les lits de la grand-mère, les draps de la tante et hop, on a fait une maison pour accueillir 10 personnes. On a vidé le salon pour faire un chala et tes parents dans tout parce que ça? La mon vidéo, père, il était débordé. j'adore. Il a vu ses il a vu ses canapés blancs sortir par la fenêtre, donc c'était très drôle. Je leur ai fait chanter des mantras et tout la veille pour les mettre dans le mood de la retraite. C'était très drôle. Et donc nous voilà partis, ouais, sur 2 retraites comme ça. Et ensuite je me rappelle, on est rentrés en septembre, fin septembre, ils commencent à nous annoncer que les salles de sport ferment à nouveau. J'étais avec le yoga trail, je me rappelle, on contamine. Et encore une fois, là, donc Olivia et Pierre me disent bon, nous on monte une plateforme en ligne, abonnement, etc. Moi, je leur dis mais qu'est-ce que tu veux que des gens payent un abonnement pour voir ma tronche tous les jours, genre pas du tout. Ils montent leur truc, moi je continue sur Instagram et à chaque fois je me rappelle c'était Pierre qui me disait mais Fanton, il m'appelait Fanton. Je fais Fanton, vas-y, monte ta plateforme, je vais t'aider, je la fais avec toi et tout. Je me dis ok bon. Et je sais plus, c'était vers la fin d'année, je sais plus, je me rappelle plus du programme de nos super confinements. Il y a eu un troisième confinement? Il y en a Non, je eu sais un en plus. novembre encore. En fait, il y avait eu après Voilà, l'été. c'est ça, c'est ça. Et je me rappelle, notre cher Macron nous dit ça, je crois, un vendredi soir. En gros, le lundi, c'était tout le monde fermait ses portes et on re-rentrait chez nous. Et en fait, j'ai une de mes élèves qui a commencé le yoga avec moi et qui maintenant est prof de yoga, mais qui est aussi développeuse de site. Elle m'avait dit, dès que tu as besoin pour la Cosmos Family, tu m'appelles, je te fais un site, quoi. Bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Du coup, je l'appelle, je crois que c'était un vendredi ou un samedi. Je lui dis: «Écoute, je dois avoir, je sais pas, une vingtaine, trentaine de cours enregistrés sur mon ordinateur, que tous mes lives que j'avais enregistrés. Est-ce que tu peux me faire une plateforme? Je veux qu'elle soit en ligne, dimanche soir pour que lundi matin ça parte, quoi». Ah ouais, donc Elle me toi, dit: attends, «OK, attends. Donc banco». attends, on résume. Fanny, Oui, pendant 6 mois, c'est pas, tu dis, viens, je te fais. Ouais, non, je sais pas. En 24 heures, tu peux me faire un site, s'il te plaît? c'est totalement ce qui s'est passé en plus. Ça me pique d'un coup, moi, c'est tant que c'est pas décidé, je peux pas le faire. Et du coup, bah, Mathilde et moi, on a bossé tout le week-end et le dimanche soir à 20 heures, je lançais les premières inscriptions officielles pour devenir membre de la plateforme Cosmos Family. Comment t'as créé tes offres? Tu vas regarder ce qui se passe à droite et à gauche. J'avais demandé bien sûr à Olivia et Pierre, je connaissais leur prix. Moi, je me suis dit, j'avais plusieurs idées, donc je me suis dit, moi, j'ai envie de faire 2 offres. Une offre où tu as juste, live et replay et une offre si tu veux aller un peu plus loin, où tu as les lives, les replays. À l'époque, je faisais des thèmes mensuels. Maintenant, ça a changé. Je fais des workshops, je fais des trucs différents, mais à l'époque, c'était, tu avais des vidéos en plus et des accès en plus à des vidéos plus longues, plus courtes, voilà. Juste, tu as des options en plus si tu prends le plus grand abonnement. Donc, tu as Petit Cosmos qui est né et tu as Grand Cosmos qui est né. Et après, on a créé aussi les packs avec Mathilde, bah, les packs 3 mois qui permettent de réduire le prix unitaire. Ah, c'est beau, c'est un joli projet, hein?
Bah, c'est une expérience qui dure depuis 2 ans maintenant. Et alors justement, comment elle a évolué depuis sa création? Parce qu'on a commencé avec Petit Cosmos, Grand Cosmos, les lives d'Insta, et puis comment tu t'es mise à l'alimenter? Je me suis mise à l'alimenter avec 2 lives par semaine qui existent toujours. Tu as toujours 2 lives par semaine, donc tu as 2 nouvelles vidéos par semaine au final. Donc c'est assez chouette et je l'ai alimenté après, il y a eu beaucoup de plateformes qui sont sorties. Donc tu vois, tu regardes aussi un petit peu ce que font les autres, si ça résonne avec ce que tu aimes faire ou non. Il y a tout maintenant la folie des programmes, qui sortent, heu, qui sortent toutes les 3 secondes. Donc là, je me suis dit: «Bon, je vais commencer à faire des programmes». Mais alors moi, j'ai beaucoup de mal à faire des programmes parce que tourner des vidéos seule, sans savoir qu'il y a quelqu'un qui pratique avec moi derrière, j'ai énormément de mal, c'est une tannée. Donc j'adore moi faire des lives parce que même si tu es derrière un écran, je te sens en fait. Je sais que tu es là, je sais que tu respires, je sais que tu bouges. Donc je préfère faire des lives et faire plein de replays ou faire des challenges comme on a fait la semaine dernière ou comme ça, moi, tu as plein de nouvelles vidéos, mais au moins j'ai pratiqué avec vous. Parce que alors les pré-enregistrements en solo, c'est ma tannée. J'avoue, c'est le bémol de de ma plateforme. Mais bon, j'arrive à en faire quand même, mais c'est pas ce que je préfère faire du tout. Je préfère les lives, je préfère avec les gens. Et comment je l'ai fait évoluer? Bah, après on a aussi elle a changé d'interface, 2 fois déjà, où j'ai évolué avec des sites plus performants, des interfaces qui me faisaient plus kiffer. Parce qu'il était aussi important qu'il y ait toute l'interface page avec, la présentation des retraites, des équipes, mes cours aussi, que je donne dans Paris en présentiel pour que les gens puissent s'inscrire via mon site. Alors écoute, ma Fanny, je pense qu'il est temps de parler de Jivamukti. Allons-y. Bien. Jivamukti, toi, t'enseignes aujourd'hui cette méthode. Donc déjà, est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi Jivamukti? En quoi ça consiste? En quoi cet enseignement, cette méthode de yoga est différente des autres? Et puis surtout, est-ce que ton enseignement aujourd'hui aussi est exclusivement basé sur cette méthode? Ça me met toujours une pression quand on me demande de décrire Jivamukti parce que j'ai pas envie de mal la décrire. Jivamukti, si tu prends juste la première phrase qu'ils vont te mettre pour la méthode Jivamukti, c'est un chemin d'illumination pour tous les êtres vivants, à travers la compassion. Donc, en gros, c'est une méthode, j'espère que s'il y a des Jivamukti people qui m'écoutent, dites-moi si je me trompe, hein. La méthode Jivamukti, elle est basée sur, les grands principes du yoga, donc surtout les 5 premiers. Je vais pas vous les citer parce que je sens que je vais dire une bêtise ou que je vais en oublier un, donc je vous invite à lire, les livres, ça sera plus simple. Ouais, t'as mis la pression là. Oui, oui, parce que c'est important et que là-dessus, j'ai encore du travail sur tous les bons termes à utiliser. Donc je n'ai pas envie de dire de bêtises et Jivamukti, donc c'est une méthode, c'est un yoga vinyasa qui a planté, ses racines dans les racines profondes du yoga. Ils ne veulent pas perdre, les racines profondes du yoga. Donc à la base, le yoga, ce sont des textes sacrés, des textes d'érudits et c'était à la base, c'était une pratique méditative, une pratique philosophique. Donc tout ensuite, il y a les postures qui sont arrivées, je te la fais courte, mais eux, en gros, ils gardent cette notion de lignée, de racine profonde du yoga. Il y a pas de cours de yoga, type, juste posture asana, sans qu'on chante un mantra, sans qu'on parle d'un des textes. Voilà, C'est une je vision crois que complète, c'est une c'est proposition complète en fait, c'est ça? exactement, c'est une proposition complète pour pouvoir évoluer dans ta spiritualité et toujours surtout, de développer cette compassion pour tous les êtres. Du coup, juste, je me permets pour ceux qui nous écoutent, on a précisé complète parce que aujourd'hui, un cours de yoga, concrètement, c'est basé sur des asanas. Les asanas, ce sont les postures et les postures ne sont qu'une petite partie de la grande image du yoga. Exactement. Du coup, ça se passe comment cette découverte pour toi? Ça commence quand cette découverte surtout? Ça commence, on était toujours dans cette période covidée, les studios étaient ouverts et puis je voyais plein de stories Instagram, de ce nouveau studio qui était, ouvert. Je voyais plein de gens qui allaient là-bas. Du coup, je vais tester un cours là-bas et alors là, alors moi tu me fais chanter, méditer, ah bah, j'ai décollé, pour le Cosmos, pendant 7 heures et demie. Je me suis dit: «Ah ouais, c'est un truc de ouf». Puis j'arrive dans ce studio, il y a des hôtels, il y a les photos des gourous,
Il y a les dieux, il y a les déesses qui sont représentés, ça sent l'encens, il y a des harmoniums, des instruments. Je me suis dit: «Ah ouais, je suis en Inde, j'adore». Et puis, c'était à l'époque où je travaillais, je donnais, je sais pas, 24 heures de cours par semaine, donc j'étais en mode machine de guerre, donc j'ai pas repris de cours, là-bas, quoi. Et je sais plus, après on a eu je sais pas si c'était un confinement. Non, les studios de yoga avaient encore fermé, ça c'était en janvier, un truc comme ça. Et là, je vois une story, donc moi je travaillais qu'en ligne du coup. Je vois une story qui dit, «Une place vient de se libérer pour notre 75 heures dans une semaine, DM». J'avais trop envie de repratiquer avec des studios avec des gens, et il marque en dessous, formation en présentiel. Bingo. Oh bah alors là, j'ai écrit: «Bonjour, combien c'est?» Elle me donne le prix, je fais: «OK, je peux payer en 2 fois». Elle me dit: «Oui». Je fais: «OK, c'est bon, je viens». Je savais pas où j'allais, je savais pas, qui y avait comme prof, je savais même pas ce que ça allait être, je savais juste que j'allais pratiquer et que ça allait être génial. C'est tout ce qui m'importait. Apparemment, fallait apprendre une séquence par cœur, le Spiritual Warrior, qui est une séquence de 60 minutes. Il fallait l'apprendre par cœur. Bah, moi, je l'ai regardé la veille vite fait en vidéo. Bon, j'ai une mémoire quand même de danseur, donc j'ai appris les mouvements, vite fait. Et je débarquais comme ça à la formation, «Coucou, alors pourquoi tu es là?» «Ah bah, parce qu'il y a une place qui s'est libérée en story, donc je suis venue». Il y avait la lumière, j'ai frappé à la porte, quoi. Donc me voilà partie dans ces 75 heures, qui était donc avec Yann, qui est aujourd'hui mon mentor, c'est très drôle, et avec Connor. Et là, on part, donc le matin, on pratiquait, et ensuite tout le reste de la journée, on parlait des grands principes, du yoga, donc Ahimsa, la non-violence, Dhyana, la méditation. On parlait comme ça des 5 grands principes que j'ai pas voulu citer tout à l'heure, parce que j'ai un doute. Et le troisième jour, justement, on parle de Ahimsa, pardon, qui est la non-violence. Donc la non-violence envers, tous les êtres, et qui fait partie, des 5. Alors il y a les 8 grands piliers du yoga. Jivamukti, ils en ont pris que 5 qui pour eux sont les plus importants. Et donc on parle de ça toute la journée, et là, je sais pas, ça me transperce le corps, la chair, la peau, je sais pas, d'un coup, tu as l'impression que on t'enlève des œillères. Et je me rappelle de cette journée, je sors le soir, j'appelle ma mère et je lui dis: «Mais maman, on est endormi en fait, on n'est pas consciente du monde dans lequel on vit, on voit pas la réalité des choses, de nos actions, de nos». Et je rentre à la maison, je jette tout le jambon blanc qu'il y avait dans mon frigo, je jette tout ce qui était animal, et je suis devenue végétarienne ce jour-là. Ça fait, bientôt 2 ans. Et bref, toute la semaine se passe comme ça, que des espèces de révélations, tu sais, on t'enlève des paires de lunettes, quoi. «Ah bah ça je vois mieux, ça je vois mieux». Et je me rappelle, j'ai même appelé une de mes meilleures amies, je lui ai dit, «Est-ce que si un jour je bascule dans un monde que vous n'allez pas comprendre, je serai toujours votre amie?» Elle me dit: «Mais comment ça?» Je lui dis: «Je sais pas, je suis en train de vivre un truc là qui me transperce, qui comme si j'étais en train de me réveiller d'un sommeil profond, et peut-être qu'un jour on parlera peut-être plus trop la même langue, mais est-ce que vous m'aimerez toujours, quoi?» Elle m'a dit: «Bah, oui, enfin je crois, pourquoi qu'est-ce que tu me racontes et tout?» Mais bon, elle me connaît un peu, et voilà. Et ce 75 heures m'a transcendée. Du coup, 8 mois après, je me suis retrouvée dans le 300 heures avec eux, en Italie. Et alors là, c'est, la plus belle formation que j'ai jamais faite, je pense. Le retour au monde réel est pas facile, mais magnifique quand même, ouais. Quelle est la différence entre un 200 heures? Tu as déjà fait un 200 heures avant. Je veux pas comparer les enseignements ou les profs, pas du tout. Non, non, Je bien veux sûr. comprendre, voilà, hein, c'est pas du tout le propos de ma question. C'est plutôt justement en termes de ressenti ou d'apprentissage de connaissances, parce que tu vois, par exemple, la partie philo ou la partie anatomie, des alignements, tu vois, c'est des choses qu'on aborde quand même dans un 200 heures. Alors, donc, est-ce que justement c'était peut-être plus approfondi ou c'était une autre approche? C'est la pratique du yoga du matin au soir, donc pas que sur le tapis, en fait. Et c'est vraiment très spirituel, ce 300 heures. Donc eux, ils ont pas de 200 heures déjà, c'est qu'un 300. Et c'est très spirituel. Tous les matins, on médite 20 minutes. Après, tous les soirs, il y a un satsang où on est tous habillés en blanc. Et C'est quoi un satsang? un satsang, c'est une réunion. La définition, c'est réunion de personnes avec des discussions éveillées. En gros, c'est ça. C'est une tribe un peu, tu vois, c'est une petite tribu. Et donc tous les soirs, on est habillés en blanc, on médite. Donc ça, c'est après manger, après la douche et tout, hein. Les journées, elles finissent à 22 heures. Et tous les soirs, on avait la cérémonie de la lumière, Hari, où du coup on chante tous. Il y a toute une cérémonie avec les bougies, une petite cloche et tout. Et ça, tu fais ça tous les jours pendant un mois. Donc tu es quand même dans un espèce de
t'es dans une bulle très spirituelle ou qui t'amène à te connecter. Et tous les jours, on pratiquait le matin. On pratique 1 heure et demie le matin. Et après, il n'y a pas une journée où on parle pas d'un texte. On parle de Patanjali tous les jours. On parle des sutras tous les jours. Et puis les profs sont merveilleux. Ils arrivent à t'expliquer les sutras d'une manière très simple, ou des points philosophiques assez compliqués, mais avec des mots si simples que tu peux appliquer dans ton quotidien. Après, c'est des activistes aussi, donc on a mangé des vidéos assez violentes par rapport à la violence animale. Ça, c'est le côté Jivamukti, c'est des activistes pour la défense animale, activistes véganes. Donc, tu te manges les 4-5 premiers jours, tu te manges des vidéos tous les soirs assez terribles, histoire de te casser un peu. J'étais très en colère, moi, le 4e soir, parce que j'étais là, c'est n'importe quoi. C'est de l'acharnement, c'est du bourrage de crâne de ouf. Et en fait, les jours qui suivent, où ils arrêtent complètement de nous montrer des vidéos, tu comprends, enfin moi c'est comme ça que je l'ai senti, que j'ai eu besoin de cette violence d'image pour me rendre compte dans quelle matrice j'étais complètement perdue, ou encore une fois avec des œillères sur le... Voilà, on a des belles œillères devant les yeux et non, non, mais ça va, ça se passe pas ici, mais non, ça va, ça se passe là-bas, mais non, ça va, c'est que du fromage. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais bon, voilà. Et du coup, ce 300 heures m'a marqué dans mon être, m'a marqué dans mon âme. Il y a la partie spirituelle qui est très poussée, parce que pour eux, par exemple, ils sont pas Yoga Alliance, parce que pas parler des sutras, c'est pas possible pour eux. On apprend le sanskrit aussi. On a des jours pour le sanskrit pour apprendre un peu à lire, au moins à écrire. Et on a toute une partie aussi sur les chakras, sur les nadis, les vayus, les vents qu'il y a dans le corps. Enfin voilà, il y a toute cette dimension-là. Et alors après, Jivamukti, en partant, si on enlève un peu la partie spirituelle aussi, c'est une méthode qui pour moi est excellente en termes d'alignement. C'est des alignements old school, mais qui sont... Moi, j'ai testé les deux et j'avoue que je les trouve, dans mon corps, c'est très juste. Et ils sont aussi, ils ont une technique d'ajustement. Ils ont développé toute une méthode d'ajustement. Enfin, ils ont pris plusieurs trucs un peu partout dans leurs connaissances, dans leur apprentissage, pour mettre tout dans cette méthode, pour ajuster les élèves dans les cours, et c'est incroyable. Ils ont aussi développé, ça s'appelle les ICP, les In-Class Private, où en fait, tu peux le faire par exemple chez Jivamukti à Paris, tu prends un cours avec Yann, et en fait, moi, je vais être à côté de toi pendant tout le cours et je t'assiste dans tout le cours de A à Z, donc mes mains ne quittent quasiment pas ton corps en fait pendant 1 heure et demie. Donc, tu apprends à assister toutes les postures. Alors ça, moi, je trouve ça juste, c'est du génie. C'est du génie, clairement. Et pareil, ils ont un système de basique pour les débutants qui est super, sur 4 semaines, des cours qui sont construits d'une certaine manière, qu'on apprend aussi, nous, dans le mentorat. En fait, voilà, c'est une méthode, moi, qui me paraît, qui, pour ma pratique personnelle, me semble très juste. Dans mon enseignement, me semble très juste. Et pour répondre à ta dernière question, oui, aujourd'hui, j'enseigne Jivamukti. J'ai d'autres studios où j'enseigne pas du Jivamukti pur, parce que Jivamukti pur, c'est répondre à 14 points précis dans ton cours. Si tu n'as pas les 14 points, c'est que c'est pas la méthode. Donc il y a d'autres cours où bah, je mets un peu ce que je peux, parce que c'est aussi moins de temps, et etc. Mais oui, c'est basé sur Jivamukti, oui, carrément. Et donc juste pour que ça soit clair aussi, Jivamukti, c'est pris de Jivan Mukta, qui veut dire âme libérée. Jiva, c'est l'âme, et Mukta, ça vient de moksha, qui veut dire libération. Donc en fait, voilà, c'est la libération de notre âme en fait à travers la pratique du yoga, mais attention, yoga dans sa grandeur, pas que dans la posture asana. Donc après, ils l'ont modifié en Jivamukti pour que ça soit plus facile, même d'un point de vue commercial, je pense. Mais ça vient de Jivan Mukta, qui est âme libérée. Donc nous sommes des petits jivas et nous cherchons la moksha, la libération. On arrive à la fin. Je voulais juste te demander quelle était finalement ta raison d'être de ton métier. Pourquoi tu es enseignante de yoga et quelle est l'intention de ton enseignement? Partager tout ce que je vis grâce au yoga. Que
c'est tellement fou, c'est tellement grand, c'est tellement, bien plus grand que nous que je me dis que je peux pas le garder pour moi. Super, merci. Bah, merci à toi. Sur ce chemin que tu as parcouru, si tu devais changer quelque Mmh. chose, ce serait quoi? Ou peut-être qu'il y a rien Sur à le changer, hein? yoga ou sur Surtout, surtout toute ton ma vie? chemin, surtout ton chemin. Parce que c'est tout un chemin d'évolution là, concrètement, donc C'est la confiance en soi que j'aurais changé. Si j'avais pu avoir plus confiance en moi dans la danse, je pense que je l'aurais vécu totalement différemment. Et en même temps, dans le yoga, j'ai plus confiance en moi parce que je pense que ça résonne plus. Donc on va même pas dire que c'est la confiance en soi, c'est de faire les choses qui résonnent en soi. Parce que quand ça résonne pas juste, bah, du coup, tu te perds, du coup, tu te poses plein de questions et c'est vraiment de fermer les yeux un instant et de sentir qu'est-ce qui résonne en soi, en fait. Le corps, il donne toutes les réponses. c'est comme ça que tu Il faut fonctionnes juste toi? écouter. Tu te poses une question et tu attends de voir Ouais. comment ça se manifeste dans ton corps? Bah, des fois non, des fois je suis dans mon mental, je me pose plein de questions et mon corps il fait: tu m'écoutes pas» et il y a un moment, c'est dans ces moments où j'ai mes petits claques d'un coup que mon corps, je pense qu'il me met un pic et il me dit: «C'est là qu'il faut que tu ailles, donc tu vas là». «OK, d'accord, j'y vais» et ces dernières semaines, oui, je te disais avec toute cette porte-là qui est en train de s'ouvrir dans ma vie, c'est vraiment, c'est là quoi. Qu'est-ce qui résonne, dans mon corps? Moi, ça se passe toujours, juste à la fin de mes côtes là, dans la petite ouverture, ça se passe toujours, là. Et dans ces moments où tu es perdue, ou s'il y en a trop, comme quand tu es revenue de New York, c'est pareil, à un moment donné, il faut reprendre, tu reprends connexion au corps ou comment ça se passe? Après New York, si je me souviens bien, parce que c'était il y a longtemps maintenant, j'aurais pas la mémoire du corps à ce moment-là, mais moi c'était la survie moi, c'était la survie. Fanny, vas-y quoi. Lève-toi, va gagner de l'argent pour pouvoir comme ça tu peux manger, tu peux te prendre un appartement, bah, enfin de la vie continue en fait et tant que tu es pas mort, vas-y quoi. OK, bah, on va rester sur, écouter son cœur et comment ça résonne. Ça me fait plaisir, franchement. Ouais, ouais, écouter son cœur et si on fait des choses sont si on va là où on a vraiment envie d'aller, mais pas là où il faut aller, c'est ça que j'arrête pas de dire en ce moment parce que ce point de «il faut», on le met partout. «Ouais, mais il faut que je travaille», «Ouais, mais» ouais, tu peux travailler, mais fais ce que tu as envie de faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est clair, mais d'essayer de faire les choses avec justesse pour soi, en fait, on va attirer toute la justesse derrière. On va rencontrer les personnes qui vont être justes avec nous, on va avoir les relations justes, on va avoir des décisions justes, tout va S'ouvrir, ça ouais, file droit, quoi. ouais, ça s'ouvre et c'est parfois aussi la difficulté, Après, c'est faut pas en avoir facile, hein, mais conscience et tu tâtonnes et tu te dis: «Bah, c'est où ma place?» La fameuse question: «Où est ma place?» ouais, peut-être, ouais, aussi. Où est ma place sur le chemin? Mais ouais, ouais, c'est une bonne question. Un autre podcast. Ouais, voilà. Où est ma place? Merci beaucoup Fanny, ça a été un vrai Bah, plaisir de te merci à toi. recevoir. Merci pour, ce Ah, partage à cœur plaisir ouvert, partagé. vraiment merci beaucoup. C'était un plaisir. Voilà. Bah, merci et merci pour ta confiance. Merci d'avoir écouté Le Chemin des Passions. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et avec votre entourage. Merci et à bientôt!